Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'engagement de tous les chefs de l'État, de la communauté à se joindre et à soutenir le processus qui vise à mettre définitivement un terme à l'activisme de groupes armés locaux et étrangers reste la plus importante de résolutions prises au sommet tripartite de Nairobi, un sommet auquel a pris part le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Commentaire de Jules Boulembi. Compte tenu du caractère hautement sensible du sujet traité au mini-sommet régional sur la sécurité en République démocratique du Congo, la présidence du Kenya avait verrouillé tout accès à la presse. Après 4 heures d'échange entre le président Uhuru Kenyatta, Yoweri Museveni, Evariste Ndayishimiye, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le ministre rwandais des Affaires étrangères représentant son président, le sommet quadripartite de Nairobi a pris un certain nombre de résolutions, dont la plus importante reste l'engagement de tous les chefs d'État de la communauté à se joindre et à soutenir les processus qui visent à mettre définitivement un terme à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers en terre congolaise. Le sommet a lancé un ultimatum aux différents groupes armés locaux à déposer immédiatement les armes et à rejoindre les processus PDDRCS mis en place par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quant aux groupes armés étrangers, ils doivent aussi déposer les armes et se rendre auprès de leurs États respectifs, puis renoncer au métier des armes. En cas de refus, précise le communiqué final, la force militaire régionale de la East African Community, opérationnelle dans les tout prochains jours, va les y contraindre. À ces sujets, justement, le sommet a recommandé au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'écouter les différents groupes armés locaux et leur passer les messages de réinsertion tels que définis par le PDDRCS. Pour prêcher par l'exemple, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va rencontrer ce vendredi 22 avril ici à Nairobi au Kenya une dizaine de groupes armés actifs dans les provinces d'Ituri, Nord et Sud Kivu. Il ne s'agit pas d'une négociation avec un groupe armé quelconque, mais chacun d'eux devrait saisir la balle au bon. Autre chose à présent, plus d'efficacité et de rigueur dans la collecte de données relatives au secteur extractif. C'est l'ambition de l'atelier organisé à Lubumbashi par le secrétariat technique de l'ITIE RD Congo. Les opérateurs et acteurs miniers ont été suffisamment sensibilisés pour plus d'engagement dans leurs ambitions, dans leur participation, voulais-je dire, dans l'élaboration de rapports ITIE. Les rapports ITIE RDC 2020-2021 a été l'épicentre de cet atelier. Jean Pinjonji nous en parle. Inciter et stimuler à une collecte efficace et régulière des données relatives à l'élaboration des rapports ITIE République démocratique du Congo a été le but ultime de l'atelier ouvert et clôturé à Lubumbashi dans le Haut-Katanga à l'intention des acteurs et opérateurs miniers. Pour les discussions de Lubumbashi, un focus a été fait sur les rapports ITIE RDC 2020-2021, essentiel car il accompagne et accompagnera la validation de la RDC au processus ITIE. Un processus bien appuyé et soutenu par le gouvernorat du Haut-Katanga. En tant qu'autorité provinciale du Haut-Katanga, mon gouvernement et moi-même sommes déterminés à accompagner le secrétariat technique qui procédera à la collecte des données requises à cet effet. J'invite aussi tous les responsables des services étatiques ici présents, ainsi que des entreprises extractives et des exploitants artisanaux et de la mine à petite échelle, chacun en ce qui le concerne, d'accompagner l'équipe du secrétariat technique dans le même. En outre, l'autorité provinciale du Haut-Katanga a salué l'appel au débat public dans le secteur extractif lancé par les volontaires de l'ITIE RDC, Jean-Jacques Kayembe, et a affirmé l'accompagnement de sa province à l'essor du processus ITIE RDC.
Restons toujours dans ces chapitres pour vous dire que le président du comité exécutif des luthiers, République démocratique du Congo et ministre en charge du plan, Christian Mwando Simba, présent également à Lubumbashi où il a présidé la 115e réunion du comité exécutif des luthiers, République démocratique du Congo, a échangé personnellement avec le gouverneur de province Jacques Kiabouloua Katoué, question d'apporter plus de relief à l'engagement de la province du Haut-Katanga dans l'accompagnement du processus litier RDC. Le propos du président du comité exécutif des litiers RDC ont été recueillis par Jean-Pi Ndjonji. Oui, je suis venu dans le Haut-Katanga en mission pour faire des réunions avec l'ITIE qui est en train de récolter les données pour le rapport 2020-2021 sur tout ce qu'il y a eu comme recettes au niveau local et au niveau national. Ces recettes doivent être comparées par rapport à ce que les miniers ont déclaré pour faire la comparaison et pouvoir déterminer si ce qui a été fait est transparent. Nous avons également le volet social des entreprises minières, savoir si elles exécutent ce qu'elles ont promis de faire pour la population. Et enfin, nous avons le programme de formation des ETD avec GIZ. Nous sommes venus signer le contrat parce que vous avez constaté que depuis le nouveau code minier, l'argent de la redevance minière est donné directement aux entités territoriales décentralisées telles que la commune de Roachi, la chefferie Kaponda, la chefferie de Bayeke, certaines communes. Donc nous avons considéré qu'il faut renforcer les capacités des dirigeants de ces communes-là et nous avons un financement allemand pour le faire. Et je crois qu'à ce niveau, il fallait quand même parler avec le gouverneur qui est celui qui nous a accueillis et qui est le principal responsable au niveau provincial. Rendons-nous au Nord Kivu pour vous dire que le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima Kongba, est allé galvaniser le moral de troupes dans le parti sous menace des terroristes pour une traque à venir avec efficacité et méthode forte face à l'ennemi. Le gouverneur a par la même occasion demandé aux hommes de troupes d'être sereins et de respecter les consignes de la hiérarchie. Reportage de nos confrères de la presse de FARDC. Inspecter les troupes et les commandements déployés dans la partie nord de la province, ainsi que les encourager à intensifier les combats contre les terroristes ADF, voilà l'objet de la mission qu'effectue le gouverneur militaire du Nord Kivu à Beni, où il est arrivé ce jeudi 21 avril 2022. À sa descente de l'hélicoptère gouvernemental à l'aéroport de Mavivi, le lieutenant général Constant Ndima Kongba a été accueilli par les commandants des opérations conjointes FARDC UPDF et les commandants entrant et sortant des opérations Sokola 1 Grand Nord. Un message, nous sommes toujours en opération. Quel message encore donner et encourager surtout les hommes qui sont sur le terrain, les officiers qui nous entourent, que la guerre continue. Nous devons tout faire et je les encourage de continuer parce que l'ennemi aujourd'hui, vous savez, est sous pression militaire et que ça doit s'intensifier pour qu'on vienne au bout de ces phénomènes ADF. Dans la suite du gouverneur, on note la présence de ces deux conseillers principaux, les généraux des brigades Yang Badani et Ekenge Sylvain, respectivement en charge de la sécurité et communication. Peu après, l'autorité provinciale a pris la direction de son quartier général au camp militaire Mambangu, où il a eu une séance de travail avec ses collaborateurs. Question de faire le point de la situation sur différentes lignes de front dans cette contrée. Et les revendications des élus nationaux des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu relatives à la réqualification de l'état de siège trouveraient un écho favorable à la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale qui par ailleurs considère qu'après l'évaluation, une autre touche devra être apportée à l'état de siège eu égard à l'évolution sur le terrain. Le rapporteur de cette commission, le professeur Jack Joly, en parle. Il répond aux questions, encore une fois de plus, de Jean-Pi Ndjonji et Pichou Kizaza. C'est à la fois une nécessité
parce que les conditions opérationnelles et même sociopolitiques l'exigent, mais c'est aussi une opportunité pour donner une nouvelle espérance à cette population qui a cru à l'état des sièges et qui, au regard de ce qui se passe sur le terrain, exige un autre regard de la part de l'autorité centrale. Je crois que nos frères collègues de l'Ituri, comme ceux du Nord Kivu, nous avons pris ensemble part à la mission d'évaluation de la mise en œuvre de l'état des sièges décidé par les chefs de l'État depuis le 3 mai 2021. Alors, dans quelques jours, donc nous allons arriver à une année après, et il est important qu'on puisse évaluer, comme je l'ai dit, cette mise en œuvre. Sur le plan théorique, nous l'avons fait ici sur place à Kinshasa, et nous sommes descendus avec nos frères de tous les Nord Kivu sur les terrains. Et comme ça, c'est que si on ne peut pas dire que l'état des sièges a fait évoluer la situation sur le terrain, ça c'est sûr, mais cette évolution exige, n'est-ce pas, comme les amis l'ont dit, une requalification. Une requalification sur le plan géographique parce qu'il y a des zones qui aujourd'hui se posent beaucoup plus de problèmes de criminalité et des mises en œuvre du programme DDR. Et là, nous sommes tous d'accord, y compris le Premier ministre qui est avec nous. La zone de Walikale, par exemple, et de Massissi, et même une partie des libéraux, exige une approche beaucoup plus de désarmement. Pas encore officiellement dans la compétition électorale, les partis Le Débat, Lèvons-nous et Bâtissons d'Alain Bolodjoa est déjà très critiqué pour ce qui est de la gestion du pays et déjà très critique pour ce qui est de la gestion du pays par la coalition de l'Union Sacrée. Au cours d'une conférence de presse, le parti n'a pas été tendre face au gouvernement de Félix Tshisekedi qu'il considère peu rassurant sur deux aspects, notamment dans les politiques publiques et dans la justice, compte rendu des Jean Pinjonji et Pichu Kizaza. Lèvons-nous et bâtissons les battes d'Alain Bolodjoa dans ses premiers pas dans l'arène des partis politiques congolais emploie déjà un ton dur à l'endroit du régime actuel. Pour Alain Bolodjoa, la gouvernance de l'Union sacrée n'est pas rassurante et il est d'un impératif irréductible de revoir la copie. Il en veut pour preuve les contours nébuleux du PDL, Programme de développement local des 145 territoires qui sont pas clairement définis. Nous avons démontré également que le fameux programme de 145 territoires était aussi une stratégie, pour ne pas dire stratagème, justement pour s'enrichir, parce que sur le 1,660 milliard $, les provinces ou les territoires n'auront droit qu'à une enveloppe de 1,450 milliard $. Et cette association-là, qui est inconstitutionnelle, aura à bénéficier de 110 millions $, qui fait plus de 12% des revenus prévus dans ces secteurs. Nous avons démontré également que le pays est mal géré en termes de finances publiques, en termes d'orientation de politique. Le parti Lèvons-nous et Bâtissons plaide pour une justice moins complaisante et pas à la carte, que les procédures judiciaires soient impersonnelles, ce qui n'est pas le cas avec la justice actuelle. Nous avons dit qu'effectivement, il y a eu une nette évolution en termes de texte, en termes de la fonctionnalité de l'État. Fort malheureusement, il y a eu encore une autre déviation avec l'avènement de ceux qui prétendent être au pouvoir, avec une mauvaise gouvernance, une gouvernance polluée. Qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que d'abord, sur le plan stabilité de la société, le même fait pour lesquels les gens ont été tués vers les années 61 et 66, nous le constatons aujourd'hui. Nous allons lire une brève avant de poursuivre ce journal. Le ministre des ITP
Alexis Guizaro a reçu en échange les députés provinciaux élus des Kalamou du parti des notables au pouvoir UDPS, Géry Dikala Mayed, accompagné de sa circonscription électorale sur la situation des chartes interminables des travaux des réhabilitations de routes de ce coin de la capitale. L'Institut pédagogique de la Gombe sera pourvu d'une charcuterie didactique et commerciale de portée internationale. C'est le fruit du partenariat entre cet établissement d'enseignement supérieur et l'entreprise agroalimentaire belge dénommée Big Man. Les détails dans ce reportage que nous propose Clavier Yaladiakou. Dans les tout prochains jours, l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe sera doté d'une charcuterie didactique et commerciale répondant aux normes des standards internationaux. Ceci est le fruit du partenariat entre cet établissement et la société agroalimentaire belge dénommée Big Man. Toutes les modalités pratiques ont été définies lors des discussions entre les managers de l'entreprise Big Man, Jonas Deroued, et la directrice générale de l'ISP Gombe, professeur Gertrude Ekombe Ekofo. L'ISP Gombe, notre institution, a eu un partenariat avec une firme belge, Brickman, et qui est spécialisée dans les domaines d'agroalimentaire. Alors, dans ce cadre-là, nous avions voulu commencer une nouvelle formation à ce qui concerne la charcuterie. Alors, c'est la raison pour laquelle nous sommes dans les études de faisabilité. Donc, c'est dans cette salle où sera installé l'atelier pour la charcuterie pour notre institution. En plus, l'idée principale est de faire de l'ISP Gombe une école pilote à ce qui concerne la charcuterie ici à la République démocratique du Congo. Bientôt, cette salle sera équipée avec de nouvelles machines. Concrètement, il y aura une formation, c'est-à-dire dans cette salle, on aura formé donc par groupe. Il y aura des groupes de 20 étudiants par chaque 2 heures et en vue qui connaissent comment faire la viande, faire les bouchées et traiter aussi ce qu'on appelle la charcuterie. L'expertise et les équipements de l'entreprise internationale belge spécialisée dans la charcuterie seront suffisamment mis à contribution pour la bonne formation des étudiants en sciences et techniques des aliments de l'ISP Gombe. L'avenue Université située dans la commune de Kalamou, fermée pour de travaux de réhabilitation, a été ouverte au trafic par le directeur provincial de l'OVD Kinshasa, Alain Chimbalanga. C'était devant les ingénieurs de son office. Suivant. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Université ont touché à leur fin. Cependant, le directeur provincial de l'OVD Kinshasa, Alain Chimbalanga, a ouvert le trafic afin de permettre aux usagers de la route de circuler aisément. Cette avenue, qui a longtemps souffert d'une dégradation très avancée, vient d'être revêtue de sa plus belle robe d'antan. C'est là après quelques mois de travaux exécutés par l'OVD Kinshasa. Les ingénieurs de l'OVD et de la direction provinciale ont travaillé d'arrache-pied en vue de rendre la circulation plus fluide dans cette partie de la capitale. Nous sommes sur l'avenue Université. Et là où nous sommes, nous avons bétonné. Et que pour y passer, un véhicule pouvait prendre pratiquement 10 minutes. Signalons que les passagers ont été très satisfaits et se sont également exprimés pour démontrer leur satisfaction. La route a fait peau neuve. Nous, habitants et chauffeurs de Yolo, sommes dans la joie. Vraiment, les autorités sont à pied d'œuvre pour reconstruire le pays. Rendons-nous d'abord à Gombe et scruter l'état de l'avenue Wangata qui laisse à désirer vu sa dégradation qui continue et devient un véritable casse-tête pour les usagers. Les nids des poules qui y irrigent finissent par occasionner des lacs artificiels et endommagent les véhicules qui empruntent au quotidien l'avenue Wangata. Commentaire de Ursule Mika Kamene et Chemin Kassiama.
Depuis plusieurs mois, l'avenue Ouangata, au croisement entre l'avenue Tombalbaye, non loin de l'hôpital général des références ex-Mamaïmo, est dans un état de délabrement très avancé. Conséquence, ces tronçons créent des embouteillages permanents. Les caniveaux bouchés à ce niveau empêchent la bonne évacuation des eaux de pluie qui forment des lacs artificiels, rendant ainsi la circulation très difficile. Ces flaques d'eau détruisent au quotidien cette voie. Les usagers de la route Ouangata lancent un cri d'alarme au gouvernement pour la réhabilitation de cette avenue qui est devenue un calvaire. Ils se sont donc exprimés en ce terme. L'état de délabrement de cette route est très avancé. Il date de depuis 2018. Les autorités ne pensent pas à la réhabiliter. Cependant, cette route mène vers l'hôpital général des références ex-Mamaïmo. Certains malades arrivent à succomber à cause du mauvais état de cette route. Dernièrement, la population de la commune d'Ilagombe lance un SOS aux autorités provinciales afin de débloquer des moyens nécessaires pour réhabiliter l'avenue Ouangata située en plein centre-ville. Apparemment, l'opération Zéro Trou semble être un slogan et non une réalité, car le délabrement de la route pose problème dans plus de 24 communes qui comptent la ville de Kinshasa. Eh bien, mesdames, messieurs, c'en est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur le programme des Canal King Télévision. L'équipe technique ainsi que rédactionnelle vous remercie. Que le Seigneur vous garde et que Dieu vous protège. Au revoir.